I use a word, it means just what I choose it to mean. Oui, mot de passe, j'aime bien l'expression. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. The yes needs a no to win. Again the no. Et ça ne signifie rien. Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Mot de passe, un jeudi sur deux, 20h, Radio Campus Paris sur le 93.9. Moi, préfère le mot de passe, moi. 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est écrivain et philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bernard-Henri Lévy. Alba Ventura, vous recevez ce matin le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven. Un de nos philosophes les plus populaires, bien connu pour sa contre-philosophie, aussi pour ses livres. Bonjour Alain Finkielkraut, académicien, philosophe. Ils ont des citations plein la bouche et des théories plein la tête. Ils se sont échappés des bibliothèques et des universités pour envahir les matinales de nos radios et se répandre sur les plateaux de télévision. L'actualité, ils ne la traitent pas, ils la pensent. Ce sont les philosophes. Mais au juste, que font-ils là à jouer des coudes entre les journalistes et les politiques, entre les humoristes et les éditorialistes ? Il y a quelques semaines à ce micro, nous parlions des experts qui prétendent parler au nom de la vérité, chiffrée et factuelle. Les philosophes, eux, incarneraient plutôt la voie de la sagesse. Aux chiffres, ils préfèrent les mots, les faits, ils les passent au filtre des concepts. Mais qui donc, au juste, est le philosophe ? Qui peut se coiffer du beau mot d'amoureux de la sagesse ? Et pourquoi une telle demande de philosophe ? Pourquoi les philosophes passent-ils à la télé et pourquoi passent-ils si bien ? Que fait donc passer le philosophe avec ses mots ? Que fait donc passer le mot philosophe ? Philosophe, un mot de passe, on en parle tout de suite dans Mot de passe. Oui, mot de passe, j'aime bien l'expression. Et on en parle avec un philosophe, Henri de Montvalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Vous avez publié plusieurs livres dans lesquels vous interrogez les angles morts de la philosophie, l'imposture, on va en parler aujourd'hui, le jargon, le rapport des philosophes à l'argent et de façon plus générale l'impensée sociale de la philosophie. Et de ce point de vue-là, vous référez souvent à Pierre Bourdieu. Dans votre dernier livre, dont on parlera plutôt vers la fin de l'émission, L'avenir d'une désillusion chez le Passeur éditeur, vous vous demandez aussi s'il faut encore enseigner la philosophie au lycée. Pour ce qui concerne le début de l'émission, on va se poser la question de la pertinence de la philosophie dans les médias, des philosophes médiatiques sur lesquels vous revenez de façon très critique dans un livre que vous avez coécrit avec Nicolas Rousseau, Les imposteurs de la philosophie. Alors, les imposteurs de la philo. La réduction, oui. le diminutif est important. Oui. Parce que quoi, c'est devenu une forme de marketing Oui, alors après, vous savez, les professeurs de philosophie aiment beaucoup ce qu'on appelle les distinctions conceptuelles. Donc, il faudrait peut-être interroger, comme on dit, la différence entre la philosophie et la philo. Un mot, justement, vous qui travaillez sur les mots et les mots de passe, c'est un mot qui est plus familier, avec l'idée de quelque chose aussi peut-être de plus simple et de plus accessible. Disons, la philo, ça serait la philosophie, moins l'ennui et peut-être moins le travail et le sérieux aussi. La philosophie pour les nuls. Voilà, si on veut. Même si on sait que, dans le langage courant, notamment au lycée, ça désigne simplement la matière elle-même enseignée. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote assez comique que je cite dans le dernier livre sur la philosophie au lycée que vous avez évoqué. Une fois, quand j'étais au conseil de classe... Vous avez enseigné pendant 10 ans oui, au lycée. Et j'enseigne encore la culture générale en classe préparatoire et en BTS. Je remarquais qu'une excellente élève avait aussi... disais-je, de bonnes notes en sport. Et à ce moment-là, ma collègue de sport me dit « Mais EPS, s'il te plaît, et pas sport ». Et cette collègue ne se privait pas, cependant, de parler de philo et pas de philosophie. Donc, il y a un petit côté, charité bien ordonnée commence par soi-même, qui m'avait un petit peu amusé. Mais alors, c'est un problème que la philosophie soit sortie de la discipline à proprement parler ? Que ce soit diffusé dans les médias, que tout le monde se la soit approprié ? Écoutez, c'est tout le thème de notre émission. Non, c'est pas un problème en soi que la philosophie ou que les idées en général soient diffusées. C'est plutôt quelle image de la philosophie et quelle image du philosophe se trouve ainsi diffusée et quel type de philosophie aussi.
Parce que c'est vrai qu'on est dans des logiques d'audience et d'audimat aussi, donc on va plutôt présenter un certain type de philosophie qui va être sur des grands enjeux un petit peu panoramiques, souvent liés à l'actualité. Il y a l'idée que la philosophie doit éclairer l'actualité et que le philosophe serait aurait, comme on dit, un recul sur les choses qui lui permettrait d'éclairer spécifiquement l'actualité, d'une part. Et d'autre part, on privilégie aussi beaucoup la philosophie pratique, comment vivre, comment être heureux, ce qui fait qu'il y a toute une partie de la production, entre guillemets, philosophique actuelle. De la spéculation, de la philosophie spéculative oui, alors justement, on se méfie d'une philosophie trop spéculative, peut-être à raison du reste, mais il y a toute une partie de la production philosophique actuelle, grand public, disons, je pense par exemple à Frédéric Lenoir, qui s'oriente, qui est très proche en fait de ce qu'on appelle le développement personnel. Oui. Comment se réconcilier avec soi-même, comment être heureux malgré le fait qu'on va mourir, Alors bon, ça on peut dire que ce sont des questions qui ont été posées par des grands philosophes avant, comme Montaigne et tout, pourquoi pas, mais le problème c'est que, souvent c'est présenté d'une façon très simplificatrice, et puis ça laisse de côté aussi toute une partie, on va pas parler, je sais pas, de philosophie des mathématiques ou ce genre de choses, parce que ça ne va intéresser personne. Donc, en fait, on va créer une image de la philosophie à partir de la représentation dominante que les gens se font de ce qu'est la philosophie et de ce que doit être un philosophe, en fait. Alors justement, donc on va aborder le cas de ces philosophes médiatiques, puis on va essayer de voir ce qui se cache derrière cette expression, mais avant ça, il faudrait déjà essayer de définir ce que c'est qu'un philosophe, parce qu'un philosophe, c'est pas tout à fait une profession, comme peut l'être par exemple professeur de philosophie, c'est pas tout à fait un statut, comme peut l'être agrégé de philosophie ou docteur en philosophie. Philosophe, c'est donc une étiquette un peu vague, on pourrait se référer à l'étymologie comme on le fait à chaque fois qu'on est un peu en panne d'une définition, mais amoureux de la sagesse, c'est un peu vague là encore. Alors c'est quoi au juste un philosophe, et est-ce qu'il y a seulement une définition de la philosophie, ou est-ce qu'il n'y a pas autant de définitions du philosophe qu'il y a de philosophie ? Ça c'est vrai que c'est le type, pour le coup, c'est le type de questions qu'aiment bien les philosophes, c'est-à-dire les questions très générales qui n'ont pas de réponse. Et alors c'est vrai que vous renvoyez à l'étymologie, le philosophe, donc c'est l'amour de la sagesse. Alors Sophia, ça peut vouloir dire le savoir aussi. Donc déjà, il y a une première ambiguïté. Est-ce que le philosophe recherche la sagesse plus au sens pratique, ou bien Sophia, ça peut aussi être le savoir. Et de quel type de savoir ? Non, mais on va pas se lancer dans toute une dissertation là-dessus, mais ce qu'on peut dire. Alors Auguste Comte disait le philosophe, c'est le spécialiste des généralités. Ce qui est pas forcément idiot comme définition, parce que le propre du philosophe, c'est celui qui essaie de penser le tout, la totalité, qui essaie de penser le réel à son plus haut degré de généralité, mais qui est aussi censé, pour faire ça, se nourrir de tout, en fait, de l'histoire, de l'art, de la science. Et donc le philosophe, vous avez raison de le préciser, se distingue du professeur de philosophie en ceci qu'il a une pensée ou un système qui lui est propre, alors que le propre du professeur de philosophie, c'est qu'il enseigne les doctrines des autres ou les idées des autres, et qu'il entraîne ses élèves ou ses étudiants à des exercices assez formatés, assez précis, dans le but d'obtenir un examen, un concours ou un diplôme. De la dissertation au commentaire de texte, du mémoire de recherche jusqu'à la thèse. Voilà, ça, on est dans un rôle de professeur quand on forme des étudiants à ça, mais on ne peut pas former quelqu'un, sinon indirectement, à trouver disons, sa propre pensée. Donc, voilà, on peut dire qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui a on va dire, une vision d'ensemble du réel, qui lui est propre et qui est nourri ou censé être nourri par ce qu'on peut appeler une culture générale, disons la plus vaste possible. Et tout de suite, le problème qui se pose, c'est que
le défaut le plus courant des philosophes, mais c'est ce que reprochait déjà le sociologue Émile Durkheim, c'est la propension aux généralités un petit peu panoramiques et à ne pas justement à ne pas être à manquer souvent le réel dans sa particularité, dans sa singularité. Mais vous avez parlé d'Émile Durkheim. En vous écoutant, je pensais aussi à Jean-François Revel, parce que votre travail semble s'inscrire dans la lignée d'une critique des philosophes, de la philosophie ou de certaines postures philosophiques. Et alors vous attaquez plus spécifiquement, en tout cas dans un de vos livres, aux philosophes médiatiques. Dans Pourquoi les philosophes, Jean-François Revel, qui lui-même d'ailleurs était philosophe, comme vous, s'attaquait aux grands philosophes, entre guillemets, et il leur reprochait précisément cette vision du monde trop générale, ces miroirs totaux, cet esprit de système qui empêchait d'entrer dans la particularité et de voir, des fois, tout simplement, le réel tel qu'il était. Mais oui, mais mon cher Tsolac, vous ne pensez pas si bien dire, parce que dans mon université populaire, j'ai consacré toute une année à Jean-François Revel, justement. On n'a pas dit la première année. On n'a pas dit que vous animiez une université populaire à Issy-les-Moulineaux. Voilà, tout à fait. Donc j'ai une chaîne YouTube à mon nom, Henri de Montvallier, où vous pouvez retrouver les vidéos des conférences. Et donc il y a 5 ans déjà, parce que c'est la 5e année, donc je propose un séminaire qui est intitulé Philosopher en dehors des clous, où j'étudie un certain nombre de penseurs et de philosophes, justement, qui essayent de pointer, disons, les illusions que la philosophie entretient sur elle-même. Bon, c'est un des thèmes principaux de mon travail. Et lors de la première année, la figure de Jean-François Revel s'était imposée à moi, parce que pour moi, Pourquoi des philosophes, 1957, c'est un livre, vraiment, je ne pense pas exagérer en disant que c'est un livre majeur du XXe siècle, pour moi, beaucoup plus que Être et temps de Heidegger, par exemple. Qui avait fait beaucoup de bruit et ensuite il donc suscité beaucoup de réactions, y compris de la part de Lévi-Strauss. Et de Merleau-Ponty aussi, oui. Et ensuite il a publié un autre livre, La Cabale des dévots, où il répond aux réponses. Voilà, 1962. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'en épigraphe de mon livre, Les imposteurs de la philo, je mets une phrase de Jean-François Revel. Tiré de La Cabale des dévots, qui est, je me souviens bien, ceci est un livre uniquement négatif. Ah oui. Voilà, que ceux qui aiment les choses positives aillent voir ailleurs, ou ce genre de choses. Donc, ouais, et puis après, je mets une phrase de Pierre Bourdieu, justement. Mais j'indique aussi par cette épigraphe la filiation avec Revel. Qui est vraiment, je pense, et je pense aussi, c'est un autre sujet, mais à son autre grand livre de 1976, Descartes Inutile et incertain, qui est un très grand livre, vraiment une remise en cause vraiment magistrale, en une centaine de pages, de la statue du commandeur de Descartes, avec des arguments qui sont très très forts. Et je pense que un livre comme Pourquoi des philosophes est un livre complètement sous-estimé d'une part, et sous-utilisé par les philosophes, alors que c'est un livre qui pose vraiment des questions majeures, à mon avis, sur la valeur et l'utilité de la philosophie. Mais comme c'est un livre qui pose des questions qui fâchent, eh bien, les philosophes n'aiment pas trop en parler. Les philosophes aiment beaucoup tout remettre en question, sauf souvent la représentation qui se font de leur discipline et de son importance a priori. Et justement, là où Revel fait mal, c'est qu'il va mettre en question vraiment la philosophie elle-même. Et à la fin de son livre, il propose même d'abandonner le vocable, le mot philosophie, et il pense en fait que la philosophie a épuisé son rôle historique. Que, en gros, si je résume en une ou deux phrases la thèse de Revel, c'est que Revel a écrit une histoire de la philosophie qui va de Thalès à Kant, et pour lui, Kant est le dernier philosophe. À partir du 19e siècle, justement, on va tomber dans tous les délires de l'idéalisme allemand, puis on va arriver à la phénoménologie et tout. Donc, la philosophie est complètement dépassée par la science, en fait. Et après, par les sciences humaines, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec la psychologie, la sociologie, puis après l'ethnologie. Et la philosophie, finalement, se fait déposséder de la plupart de ses attributs par des gens qui ont une méthodologie beaucoup plus scientifique. Et donc, voilà, je ne veux pas être trop long, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais Revel pense qu'en fait, qu'elle a épuisé son rôle historique, et que justement, c'est une des raisons pour lesquelles
une des raisons pour laquelle elle a tendance beaucoup à se replier sur sa propre histoire, dans le commentaire infini de l'histoire de la philosophie, ou bien dans une espèce de point de vue individuel de la conscience, complètement déconnecté de la science et des connaissances positives. Ou elle devient le faire-valoir de théories de développement personnel ou d'analyse intelligente ou brillante de l'actualité. Donc Jean-François Revel, lui, s'attaque au très très grand, entre guillemets, en tout cas voilà, les canons qu'on étudie en terminale. Hegel, Sartre aussi, Descartes, vous en avez parlé. Vous, dans Les imposteurs de la philosophie que vous avez coécrit avec Nicolas Rousseau, vous attaquez plutôt aux philosophes médiatiques, on va les appeler comme ça pour l'instant, en l'occurrence Raphaël Enthoven, Vincent Cespedes, Raphaël Glucksmann également. Charles Pépin aussi. Charles Pépin, l'auteur des Vertus de l'échec, et puis également un youtubeur. Cyrus North et Geoffroy de la Gannerie aussi. Et Geoffroy de la Gannerie. Alors justement, comment avez-vous sélectionné ces études de cas, ces cibles, j'allais dire quel est le dénominateur commun entre elles, d'autant que voilà, la plupart, certains d'entre ceux que vous avez sélectionnés sont très critiques les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, je pense à Raphaël Enthoven et Geoffroy de la Gannerie qui n'ont rien à voir, ni dans leur forme, ni dans le contenu de leur pensée. Oui, tout à fait. On s'explique sur ce point dans l'introduction, justement, parce que, alors pourquoi pas Frédéric Lenoir et tout, pourquoi pas Comte Sponville, pourquoi pas BHL, pourquoi pas BHL, voilà. Alors BHL, cela dit, ça a été beaucoup fait, hein. Je crois qu'il a bien une dizaine de livres contre lui. Non, c'est plutôt la nouvelle génération qui vous intéresse. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a un aspect générationnel. On le redit après dans une note. Je fais une note assez longue sur Frédéric Lenoir, par exemple, où j'explique pourquoi on ne l'a pas fait intégrer le village olympique de nos imposteurs. Effectivement, on voulait se concentrer sur des gens de la même génération, ce qui explique que puisse coexister Raphaël Enthoven et Geoffroy de la Gannerie, qui n'ont absolument rien à voir a priori. Mais après on aura peut-être l'occasion de reparler de Geoffroy de la Gannerie. Je pense que le cas de Geoffroy de la Gannerie est un peu à part, parce que c'est quelqu'un qui a une vraie colonne vertébrale, enfin intellectuelle, qui a une vraie structure intellectuelle, qui s'inscrit dans une tradition effectivement de radicalité de gauche, mais disons que le cas et qui n'est pas une espèce de... Ce qui n'est pas le cas des autres. Et qui n'est pas une espèce de dissertateur professionnel comme Cespedes ou Pépin et Enthoven, qui sont pas vraiment des gens sérieux. Enfin, je pense que Geoffroy de la Gannerie, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on peut reconnaître qu'il a une pensée. Bon. Quand vous dites qu'il a une pensée, il a une vision du monde qui est cohérente et qui est systématique, mais le travers qu'on a voulu pointer, c'est plutôt le fait de justement, Chateaubriand disait du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, on pourrait dire dans le cas de la Gannerie, disons du radical au ridicule il n'y a qu'un pas, qu'à force de surjouer une espèce de radicalité, il aboutit à des choses assez ridicules en fait. Voilà, donc en fait c'est une autre forme. Alors peut-être que le terme d'imposteur, pour lui, ne s'applique pas ou pas de la même manière. Mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui travaille et qui est sérieux. Dans son champ, dans son domaine et dans son champ de référence. Mais disons... et d'ailleurs, il m'arrive parfois d'être d'accord avec des choses qu'il dit. Parce qu'on sait que il se réfère beaucoup à Bourdieu. Mais chez la Gannerie, il y a une espèce de lutte entre Bourdieu et Foucault, disons. Foucault, que moi, c'est un auteur sur lequel je suis beaucoup plus sceptique. Et j'ai l'impression que il cède parfois, pas parfois, mais en fait, il cède à une tentation radicale chic qui fait que parfois, il donne le sentiment de tout vouloir détruire, refonder, etc. Et de faire une révolution à chaque livre. Donc, en ce sens, il s'inscrit bien un petit peu dans les avant-gardes intellectuelles et politiques les plus traditionnelles. Et c'est vrai que pour son livre, par exemple, juste pour prendre un exemple, il a fait un livre en 2016 sur un livre fameux sur le droit pénal qui s'appelle « Juger l'état pénal face à la sociologie ». Et il y avait eu une recension extrêmement critique, moi, que j'avais beaucoup aimée,
dans la revue Zilzel. La recension s'appelait, en référence à Pierre Desproges, le tribunal des flagrants délires sociologiques. Et en fait, les auteurs montraient que la Gannery ignorait tout un pan de l'histoire sociologique, de l'histoire de la sociologie du droit, qui n'en tenait et du droit pénal, qui est quand même un domaine qui est très étudié en sociologie, qui donnait l'impression de tout refonder comme ça d'un coup. Alors qu'en fait, il y avait des biais énormes et il y avait des erreurs et des choses très importantes. Par exemple, il réduit le procès uniquement à l'audience. Alors que dans le procès, il y a plusieurs phases. Le procès, comme son nom l'indique, est un procès. Donc il y a aussi l'instruction, il y a d'autres choses. Donc en lisant cet article très critique sur la Gannery que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même vraiment un problème et que derrière un brillant radical chic assez séduisant, il y avait quand même effectivement peut-être une certaine forme d'imposture, mais en un sens différent de Enthoven et Pépin et compagnie. Mais je termine juste sur ce point, je pense que le point commun, c'est quand même la volonté de briller. Dans les deux cas, la volonté de briller, la volonté de produire des thèses paradoxales, des thèses qui effectivement renversent l'opinion commune, l'opinion établie. Oui, on va parler de ces autres auteurs dans un instant, mais dans votre livre sur les imposteurs de la philo, vous parlez aussi de ce biais intellectuel, je ne sais plus exactement quelle est l'expression, mais de la dissertation, qui est un exercice très français qu'on apprend tous plus ou moins en terminale, et qui consiste toujours à chercher le paradoxe pour ensuite le dépasser dans la seconde partie, puis la troisième partie. Et donc visiblement, c'est ça aussi dont hérite Geoffroy de la Gannery ou les autres philosophes. Oui, ça serait le point commun, quoique la Gannery n'a pas une formation de philosophe, puisqu'il est agrégé de sciences sociales. Mais bon, il a fait une cagne sciences sociales, donc forcément, il a fait de la philosophie. Et oui, vous avez raison. Alors, j'étudie ce point de la dissertation dans mon dernier livre, L'avenir d'une désillusion, justement, et c'est vrai que je m'interroge sur les effets de la dissertation sur le style, la façon d'écrire et de penser des philosophes français. Parce qu'effectivement, c'est une spécificité française et je pense que ça produit des effets sur une bonne partie de la philosophie française à partir du XXe siècle. On voit clairement que Bergson, dans ses livres, il écrit exactement comme dans une dissertation. On a une introduction partielle, après il y a des paragraphes, il fait un moment de bilan, il récapitule, il fait une transition. C'est extrêmement frappant. Alain aussi, le philosophe Alain, dans ses propos, c'est des espèces de mini-dissertations, parfois un peu plus allusives, mais c'est toujours une façon de partir de l'opinion commune, de chercher le paradoxe, de le dépasser. D'ailleurs, je crois que Raphaël Enthoven s'inscrit notamment dans l'héritage d'Alain et des mythologies de Barthes, des propos d'Alain et des mythologies de Barthes. Il pratiquait déjà un petit peu cet exercice d'éclairage de l'actualité. C'est peut-être pas si récent que ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc Alain a inventé la forme du propos, qui était une espèce de petite chronique comme ça. Alors parfois, pas nécessairement sur un fait d'actualité, mais sur une petite interrogation de la vie quotidienne, ou parfois ça peut prendre une petite interrogation sur la vie d'actualité, une espèce de mini-dissertation comme ça. Oui, effectivement, vous avez raison, mais là on était encore dans le cas de la presse écrite. Effectivement, on n'était pas dans la vidéosphère actuelle. Alors, on va revenir à la vidéosphère actuelle et au XXIe siècle. Vous avez parlé donc de Geoffroy de la Gannery, de Raphaël Enthoven, de Charles Pépin. Vos critiques à leur sujet sont assez différentes et néanmoins, ils se retrouvent dans le même livre. Je voudrais juste, avant qu'on aborde les autres auteurs que vous critiquez dans votre livre, un extrait d'une émission, C'est ce soir, où justement Raphaël Enthoven revient sur des propos de Geoffroy de la Gannery. Ah, c'est pas en qualité d'homme que je vous répondrai, c'est plutôt en qualité
qualité de prof de philo, on appelle ça du théorisme. C'est-à-dire qu'on essaie de noyer le fait qui nous dérange dans une série de causes. Par exemple, au moment quand il y avait eu les manifestations contre les lois Valls, il y avait eu des incendies de voitures de police, Geoffroy de Laganerie avait fait un monument de théorisme en disant qu'il ne fallait pas être hypnotisé par le fait parce qu'il fallait regarder la séquence entière. Adrien Quatennens a usé du même procédé, c'est-à-dire il dit « Ne soyez pas hypnotisés par ce geste, comprenez qu'il a été causé et que donc d'une certaine manière ma responsabilité est un peu atténuable. » Donc vous avez compris la même chose. Voilà. Donc on vient d'entendre Raphaël Enthoven qui revenait sur des propos de Geoffroy de Laganerie. Donc on le disait, ils sont assez différents l'un et l'autre, et dans le type d'intervention par lesquels ils se caractérisent et dans le contenu de leurs pensées. Néanmoins, donc ils apparaissent tous dans votre livre. D'ailleurs, vous commencez par Raphaël Enthoven. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est un peu la figure emblématique de prof de philo du PAF, quoi. Et il était très longtemps sur France Culture. Il a eu jusqu'à il y a très récemment son émission de philosophie sur Arte. Je crois me souvenir que ça s'est arrêté il y a quelques mois. Donc c'était vraiment... et puis donc il a été chroniqueur sur Europe 1, très présent dans les médias. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez ? Parce que je vais parler à la première personne exceptionnellement. Moi j'ai écouté longtemps ses émissions sur France Culture. J'ai fait mes premiers pas un peu en philosophie avec lui. Donc il produisait les nouveaux chemins de la connaissance, puis le Gai Savoir, puis ou en même temps philosophie sur Arte. Oui. Et j'avais l'impression d'apprendre des choses, j'avais l'impression de me cultiver, de comprendre un peu mieux certains phénomènes, donc je me fourvoyais. Non, alors après, moi aussi, vous savez, je l'écoutais dès le début des années 2000, quand il faisait les vendredis de la philosophie sur France Culture avec François Nudelman, et j'étais assez séduit aussi par sa voix d'abord, il faut bien le dire. Ça compte en radio, vous le savez bien, et par son art du paradoxe justement, mais qui est un art de normalien et d'agrégé. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, on se rend compte que c'est un peu des ficelles. Non, ce que je reproche à Enthoven, alors après il faudrait citer des exemples précis que je cite dans mon livre. Oui, alors par exemple, on a parlé là d'émissions de Raphaël Enthoven plutôt anciennes. Oui. Il y a des émissions beaucoup plus chroniques, beaucoup plus récentes. Oui, les chroniques sur Europe 1. La morale de l'info, et notamment, il revient sur l'attitude du chauffeur Uber. Impossible d'entrer dans un Uber sans être Uber X, sans être immédiatement bombardé de politesse. Vous charriez, Raphaël, un excès de politesse vaut mieux que l'inverse quand même, non ? Mais oui, bien sûr, mais reconnaissez que tant d'égards mettent parfois un peu mal à l'aise. Ça peut, c'est vrai. Et pourquoi ça ? Pourquoi si peu de haine ? Pourquoi les Ubermen ne s'inquiètent-ils jamais de redire les mêmes phrases aux mêmes clients ? Eh bien, puisque vous avez la question, donnez-nous la réponse. Mais parce qu'un service encore naissant exhibe ses qualités comme le pan montre ses plumes. Du coup, le chauffeur trop poli ne s'adresse pas vraiment à son client. L'objet de tant de prévenance n'est pas de lui être agréable, sinon il poserait pas les questions à la suite sans parfois écouter les réponses, mais de lui montrer que, contrairement à Papa Taxi, il essaye d'être agréable. Vous vous souvenez du garçon de café de Sartre ? Oui, vaguement, oui. Mais, je le lis. Sartre. Il a le geste un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes, se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même nous semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité incroyable des choses. Il joue, il s'amuse, mais à quoi joue-t-il ? Demande Sartre. Il joue à... être garçon de café. Et voilà. Il joue à être garçon de café, exactement. C'est génial, ça. Mais oui, mais Uber, c'est la même histoire. De même que le garçon de café joue à être garçon de café, le chauffeur Uber joue à être chauffeur Uber. Entrer dans un Uber, c'est se mettre aux premières loges pour une petite scène de théâtre qu'à son insu, le chauffeur s'apprête à nous interpréter. Revenez très précisément sur cette chronique-là que vous éclairez en faisant une critique parallèle du garçon de café, de l'analyse de l'attitude du garçon de café chez Jean-Paul Sartre. Oui, tout à fait. Alors là, on retrouve Pierre Bourdieu, dont on parlait au début, qu'effectivement, le problème du garçon de café de Sartre, c'est que Sartre donc pense
le garçon de café qui vient le servir, qui est justement qui a les gestes un peu trop précis, qui n'a pas de distance par rapport à son rôle en fait, qui est englué dans son rôle social, et lui, le philosophe, qui a conscience de tout ça, qui est libre justement, et qui ne se réduit pas à son rôle, mais en fait, il ne pense pas les conditions sociales de sa pensée du garçon de café, justement, que lui, il est bien assis tranquillement à écrire là, mais bon, l'autre, il doit se lever à 5h du matin, effectivement, il doit travailler, il doit gagner sa vie, et ça n'entre absolument pas en ligne de compte dans l'analyse que fait Sartre. Et c'est vrai que pour Enthoven et le chauffeur Uber, c'est un petit peu la même chose en fait. Je pense que c'est une leçon importante de Bourdieu, c'est-à-dire lorsqu'on pense quelque chose, il faut d'abord essayer de penser son propre point de vue sur la chose pour voir à partir d'où l'on parle, quelles sont nos catégories, quelles sont peut-être nos impensés, et est-ce qu'on ne les projette pas sur l'objet dont on parle. Sinon, le problème, comme dit Bourdieu, c'est que quand on fait pas œuvre d'un minimum de réflexivité, quand on ne pense pas notre rapport à l'objet, eh bien finalement, on croit parler de l'objet alors qu'on parle en fait de notre rapport à l'objet. Ça, je pense que c'est une leçon vraiment très très importante qui est malheureusement assez peu prise en compte par les philosophes. Et là, en l'espèce, il y a un véritable impensé social en fait. C'est ça l'un des griefs majeurs ? Oui, alors après, un grief plus général, c'est le goût immodéré pour le paradoxe. Qui a tendance à noyer le poisson. D'ailleurs, c'était une expression qui prenait, là. Il dit la gannerie, ou Adrien Quatennens, je ne me souviens plus, enfin, il dit, bon, quand on veut noyer le poisson, on dit qu'il ne faut pas considérer le fait isolé, mais le mettre dans une séquence. Lui, il noie le poisson à partir de paradoxes, de façon continuelle. Alors, le paradoxe, c'est très séduisant et c'est très brillant justement, mais en fait quand on reprend un petit peu l'armature ou la structure logique du propos, je crois que je cite un texte à un moment sur le GPS, on se rend compte que logiquement c'est très faible en fait et qu'il y a beaucoup de contradictions. Donc ça c'est un travers typique des anciens cagneux d'Henri IV, normalien et agrégé. C'est un travers, pas des cagneux d'Henri IV normalien. Spécifiquement. Non, enfin bon, des normaliens, enfin de beaucoup de normaliens en général, c'est que on les a formés à la dissertation comme ça. Et comment est-ce qu'on obtient une bonne note en dissertation ? En accumulant les paradoxes, en fait, en éblouissant son lecteur avec des effets de manche comme ça, qui pour le profane sont effectivement très spectaculaires. Mais bon, après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on avait passé un petit peu de l'autre côté. On se rend compte que c'est pas si difficile que ça à produire avec un peu d'entraînement, et voilà, donc cette volonté à tout crin de mettre en avant des paradoxes fait que au bout d'un moment il y a un effet d'esbrouf, quoi. C'est vraiment de la poudre aux yeux, alors que quand on reprend calmement le raisonnement, mais personne ne le fait jamais. Parce que aussi dans les médias audiovisuels, on est dans du temps court. On n'a pas le temps de reprendre un raisonnement et tout. Puis il faudrait qu'il y ait quelqu'un de critique sur le plateau. Peut-être qu'il l'accepterait pas, etc., etc. C'est ça aussi le problème de la posture du philosophe, c'est que le philosophe donne toujours des leçons à tout le monde, analyse les discours de tout le monde, mais finalement il ne veut pas que son discours à lui soit analysé et déconstruit justement. Donc moi je dirais attention au primat du paradoxe sur la logique. Voilà. C'est un petit peu ça le problème d'Enthoven, je dirais. Mais cela dit, excusez-moi, on retrouverait ça aussi chez d'autres philosophes pas spécialement médiatiques. Je pense à quelqu'un comme Vladimir Jankélévitch, par exemple, qui est considéré, il va y avoir un cahier de Lerne sur lui qui va sortir cette année. Chez Jankélévitch, il y a vraiment un abus constant du paradoxe aussi. Et au bout d'un moment, c'est quand même un peu fatigant. Donc je pense que c'est un travers qui est propre aussi à la philosophie française, aux philosophes français formés à l'école de la dissertation, qui aiment bien s'enivrer un petit peu de mots.
et plutôt que de travailler sur des connaissances un petit peu positives, plutôt que d'aller voir l'histoire des sciences, l'histoire tout court, voilà, un petit peu du réel, quoi. Moi, c'est ce qui me dérange toujours, c'est que quand la plupart des philosophes, quand ils parlent de mathématiques, ils parlent du raisonnement mathématique en général. Ils vont pas voir un exemple particulier dans l'histoire des mathématiques. Ah bah parce que là, ça prend du temps, il faut travailler, puis c'est compliqué. Et même pour avoir un niveau d'information, même pas de connaissance, mais d'information, bah ça demande des efforts. Et là, il y a plus personne. Et c'est vrai que c'est tellement plus facile de faire des grandes généralités avec les mots, de mettre une citation de Proust par là, de Heidegger par-ci, de je ne sais quel poète. D'ailleurs, autre travers, soit dit par parenthèse, c'est qu'en France, la formation des philosophes est une formation littéraire. Hein. Oui, là, voilà, justement, d'où la cagne, la philosophie générale et tout. Voilà, est-ce que l'autre origine du problème, plus largement que le problème de la dissertation, le biais que constitue la dissertation, c'est pas la formation littéraire bien souvent des philosophes, le fait qu'on étudie, on arrive généralement à la grecque de philo par une cagne littéraire. Oui. Ça arrive qu'il y ait des exceptions, mais tout de même. Et d'ailleurs, vous parlez de littérature, je crois que Jean-François Revel, dans Pourquoi des philosophes, il critique souvent la tendance à se diriger vers la littérature. En fait, la philosophie a créé des fictions que sont ces systèmes qui s'auto-valident, quoi. Alors ça, effectivement, c'est un vrai problème. C'est qu'en France, ça serait, je pense, moins vrai dans d'autres pays, mais la philosophie est vraiment considérée comme une discipline littéraire. Et alors moi, il y a un fait, par exemple... Bergson avait eu le prix Nobel. Oui, le prix Nobel de littérature. Bon, Bertrand Russell, qui s'intéressait beaucoup à la science aussi, hein, et qui était un grand logicien, il avait eu le prix Nobel de littérature. Mais bon, vous savez, c'est qu'il n'y a pas de prix Nobel de philosophie, en fait. Donc on a donné à certains, ou Sartre aussi, bon, Sartre était aussi un écrivain, et il l'a refusé, mais on a donné à certains philosophes le prix Nobel de littérature. Mais c'est un fait qui est frappant, c'est que si vous regardez par exemple les classes préparatoires scientifiques, dans les classes préparatoires scientifiques, il y a 2 heures par semaine dans l'emploi du temps de culture générale français philo. Bon, si vous regardez les cagnes par exemple, il n'y a pas 2 heures par semaine de culture générale scientifique, ça n'existe pas. Donc autrement dit, j'ai l'impression, et à mon avis c'est assez symptomatique de mon propos, par ce simple petit fait qu'il y a l'idée que on ne peut pas être un bon scientifique si on n'a pas un minimum de culture générale, humaniste, littéraire, philosophique, tout ce que vous voulez. Mais on peut être un littéraire tout à fait convenable en n'ayant aucune culture scientifique. Et je pense que ça participe aussi à un certain manque de rigueur aussi, et un certain manque de curiosité des littéraires pour la science en fait et pour l'histoire des sciences. Bon, alors revenons un peu plus précisément sur ces philosophes médiatiques. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire philosophe médiatique ou philosophie médiatique? Est-ce que le mot médiatique concerne la forme du discours? On en a un peu parlé, le biais de la dissertation, le caractère brillant, la philo transformée en art oratoire, ou bien est-ce que ça concerne aussi le fond de la pensée exprimée? Donc, j'ai l'impression qu'en fait, pour vous, ce biais de forme amène à un biais de fond, ou alors une absence de fond, si je vous suis bien. Oui. Non, vous avez raison, je crois que ça affecte les deux, hein, parce que... Alors, après, un philosophe peut venir dans les médias pour parler de son travail. Hein. Oui, alors justement, parce que... sans forcément que ça soit formaté par les médias. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, il faut qu'il passe bien, qu'il soit télégénique, que ce qu'il soit pas trop compliqué, et puis qu'il travaille sur des thèmes qui, comme on dit, intéressent les gens. Bon. Parce qu'il y a un philosophe médiatique, même très médiatique, qui est présent dans votre livre, mais qui n'est pas visé par vous, et qui préface votre livre, c'est Michel Onfray, dont d'ailleurs, vous avez publié un livre sur Michel Onfray, Le tribun de la plèbe, et voilà, vous connaissez très bien sa pensée. C'est un philosophe médiatique, qu'on ne peut pas le nier. Qu'est-ce qui le distingue, alors, lui, par exemple, de ceux que vous visez? Qu'est-ce qui fait qu'il n'apparaît pas au même titre qu'au-delà de la question générationnelle? Oui, non, effectivement. Donc certains n'ont pas manqué
de façon un peu lourde et répétitive, de faire un livre sur les imposteurs de la philo préfacé par Michel Onfray, mais et pourquoi est-ce qu'il n'y est pas lui aussi? Bon, j'y ai eu droit plus souvent qu'à mon tour, mais je pense effectivement que d'abord Michel Onfray est quelqu'un qui travaille tout simplement. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il écrit, mais quand il ne vient pas faire une journée à Paris, parce qu'il faut rappeler qu'il n'habite pas à Paris, dans lequel effectivement il enchaîne un certain nombre d'interventions médiatiques, il est chez lui à son bureau et 10 heures par jour, 12 heures par jour, il lit, il écrit. Et voilà. Donc je pense que déjà, avant de le critiquer, il faudrait le lire un petit peu, ce que peu de gens font sérieusement, et les gens confondent parfois, ont l'impression de connaître Onfray parce qu'ils l'ont vu pendant 10 minutes commenter l'actualité à la télévision, mais ils n'ont pas vraiment lu son livre, et la plupart du temps, quand on l'invite, on n'entre pas réellement dans le détail de son livre. Voilà. Puis ensuite, voilà. Alors c'est pour ça que j'ai fait donc pour ceux de vos auditeurs que ça intéresserait d'avoir un peu une autre vision d'Onfray, j'ai fait un livre d'entretien avec lui, moi, qui est paru aux éditions Galilée en 2021, il y a 2 ans. Oui, c'était en février, donc il y a 2 ans, qui s'appelle Non-dit, donc non-dit, où j'essaye de faire un vrai entretien avec lui, c'est-à-dire de faire... Parce que Michel Onfray n'aime pas tellement les livres d'entretien, mais j'avais dirigé un numéro de la revue internationale de philosophie sur lui, où j'avais fait un long entretien, et on a décidé d'augmenter encore cet entretien pour en faire un petit livre, et où là, j'essaie vraiment de l'interroger précisément sur son œuvre, en fait. Sur sa méthode de travail, d'ailleurs. Sur sa méthode de travail aussi. Jean-François Revel, si je me souviens bien. Oui, voilà. C'est parce que je m'intéressais à lui pour mon université populaire à l'époque. Donc, effectivement. Oui, donc moi, c'est quelqu'un que je respecte et pour qui j'ai de l'amitié. C'est quelqu'un, de fait, qu'on voit beaucoup dans les médias. Mais je pense qu'il y va aussi par devoir, parce qu'il a l'impression que s'il n'y va pas, les idées qu'il présente ou qu'il représente ne seront pas représentées. Mais fondamentalement, et pourtant, Dieu sait si on lui a proposé souvent d'avoir son rond de serviette, d'être chroniqueur de ça, il a toujours refusé. Et il faudrait parler de toutes les invitations qu'il refuse. Parce que pour une télé qu'il accepte, il en refuse 10. Donc je pense qu'il pourrait être 10 fois plus... En fait, il pourrait être tout le temps à la télé s'il le voulait. Mais je pense que ce qu'il préfère, c'est juste tout simplement de lire et d'écrire à son bureau. C'est ça, voilà. Alors donc, oublions du coup cette formule de philosophe médiatique, puisqu'elle est trop générale, elle est trop formelle, et essayons de lui trouver d'autres expressions qui peut-être traduiraient un peu plus spécifiquement ce qui est visé. Et il y a un auteur qui a trouvé une autre expression pour parler de ce type d'intervenant, d'inspiration philosophique dans les médias. C'est Raphaël Enthoven qui parle, lui, de philosophe de service. Je le cite: flanqué du religieux de service et du scientifique de service, le philosophe de service est de toutes les émissions, à la radio, dans les journaux, à la télévision, pour apporter son éclairage, écrit Enthoven avec des guillemets, sur des sujets qui, quoi qu'ils échappent à sa compétence, requièrent bizarrement son opinion. Il s'affiche sur les culs de bus, se répand en conférences, siège au comité d'entreprise, conseille les présidents. On l'interroge sur n'importe quoi, le terrorisme et la crise financière, les éruptions volcaniques, l'éducation des enfants, etc. On lui demande des conseils de sagesse, on l'interpelle, on le questionne, on le convoque, et souvent, il marchande sa présence. Mais alors, quel est le service qu'il rend exactement? En tout cas, Raphaël Enthoven, visiblement... était assez lucide. Est assez lucide sur ce qu'on attend de lui. Oui, c'est amusant. J'avais fait un entretien avec lui à l'époque, d'ailleurs, je le connaissais un petit peu, sur ce livre, Le philosophe de service. Mais alors, je crois me souvenir dans le livre que je dis à un moment que ce texte, qui est un petit peu ancien, qui date de 2011, je crois, donc il était à l'époque, il était encore dans sa période France Culture et tout prof de philo, un petit peu classique. Il n'était pas encore chroniqueur sur Europe 1 et tout. Je crois me souvenir qu'on dit à un moment dans le livre que par ce texte, il y a un effet un peu conjuratoire dans ce texte. C'est-à-dire que si je nomme le philosophe de service, la figure repoussoire du philosophe de service, moi je n'en suis pas en fait. Vous voyez, il y a cette dimension-là. J'ai pas eu l'impression qu'il se passait ça dans ce texte. En revanche, j'ai l'impression que la perspective se décale un petit peu et finalement...
sa porte d'entrée dans cette question, ça va plutôt être la demande de philosophes de service. Et finalement, donc il y a ce texte d'introduction où il tourne un petit peu en dérision ce philosophe de service, comme il l'appelle, pour ensuite en venir aux raisons qui font que il y a un philosophe de service, et les raisons, c'est le fait que nous sommes là, nous, public, et il y a une demande. Cela, nous demandons cela. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement ? Vous qui pensez que l'enseignement de la philosophie au lycée n'a pas lieu d'être, comment vous voyez cet intérêt, malgré tout, qu'on peut avoir pour la philosophie dans les médias ? Oui. Alors, pour être précis, je dis pas que... dans mon livre sur l'enseignement de la philosophie au lycée, je dis pas qu'il faut supprimer le cours de philosophie, ne serait-ce que pour des raisons matérielles. Je ne veux pas mettre mes collègues au chômage, mais c'est vrai que je m'interroge en fait assez fortement sur l'utilité réelle du cours de philosophie, et ce qui ne produit pas plus d'illusions, y compris d'ailleurs, et peut-être surtout chez ceux qui l'enseignent, que d'effets intellectuels réels. C'est vrai qu'il y a une demande philosophique. Il y a une demande de philosophie. Philosophe Jacques Bouvresque, un philosophe que j'aime beaucoup aussi, qui nous a quittés il y a 2 ans, avait intitulé sa leçon inaugurale au Collège de France en 1995 « La demande philosophique ». Alors, un des problèmes, après, c'est que cette demande philosophique, elle est passée aussi au prisme des médias et des médias audiovisuels, avec leurs contraintes de temps, leurs contraintes d'audimat, ce qui fait que on doit prendre des bons clients, on doit prendre des philosophes qui passent bien, justement, d'où l'art de la rhétorique, dont on parlait avant, qui parlent bien, qui communiquent bien, sur des thèmes qui sont facilement compréhensibles par tous. C'est sûr que c'est plus facile de parler du sens de la vie que de tels problèmes un petit peu techniques, comme je disais, de philosophie des mathématiques ou ce genre de choses. Vous avez parlé de Jacques Bouvresque. Louis Pinto, qui est un sociologue, s'est intéressé lui aussi à ces philosophes médiatiques, et d'ailleurs, dans une expression un peu semblable à celle de Raphaël Enthoven, il parle de philosophes à la demande. Et il dit qu'il y a 2 catégories de philosophes, comme il y a 2 catégories de mères. Il y a des mères qui fonctionnent à la demande, et d'autres qui peuvent passer pour frustrantes parce qu'elles ne se précipitent pas pour faire plaisir. Et selon lui, il en va de même pour les philosophes. Alors ces fameux philosophes médiatiques que vous visez, ce sont des philosophes qui visent avant tout à faire plaisir, à caresser nos oreilles. Et l'autre question, parallèlement, pour être sérieux, pour véritablement enseigner quelque chose, nous faire apprendre quelque chose, il faut nous frustrer. Je dirais pas forcément qu'il faut frustrer, mais en tout cas, il faut donner envie d'aller plus loin et faire comprendre que ça nécessite aussi des efforts. Et ce n'est pas ce que font et pas donner un petit peu des réponses, des réponses clés en main, mais je veux juste en profiter effectivement pour rendre hommage au travail de mon ami Louis Pinto, qui est un élève de Bourdieu qui s'est spécialisé depuis plusieurs dizaines d'années sur la sociologie des intellectuels et des philosophes, et qui a produit des livres très intéressants. J'en citerai un, qui est un livre que j'ai relu plusieurs fois et qui m'a toujours énormément intéressé, qui s'appelle « La vocation et le métier de philosophe », qui est un livre majeur, à mon avis, pour moi, que tous les profs de philo devraient lire, mais que je me rends compte la plupart du temps qu'ils ne le connaissent pas. Donc une étude sociologique des philosophes et des professeurs de philosophie, et grâce à la sociologie, Pinto, qui est lui-même philosophe de formation puisqu'il est normalien, qu'il est agrégé de philo, arrive à aborder des angles morts et arrive à aborder un certain impensé justement de l'activité philosophique et de l'enseignement de la philosophie dans ses implications sociales. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux que ça intéresse, dire que l'an passé, je lui ai consacré une série de conférences, notamment 2 conférences sur ce livre, La vocation et le métier de philosophe, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était le petit instant publicitaire, mais puisqu'on parlait de Louis Pinto, les gens qui veulent le découvrir peuvent, si ça les intéresse, regarder mes conférences. Et j'ai aussi fait un entretien public avec lui où je reviens sur certaines thématiques de son œuvre et de sa pensée. Alors on continue avec lui, puisque il se demande justement ce qu'on demande aux philosophes, et il esquisse une espèce d'inventaire des demandes. Il y aurait
au moins 3 types de demandes. D'abord, un type de demande qui concerne la morale, et il parle de Luc Ferry, qui emblématise ce type de philosophe. Que dois-je faire ? Comment trouver le bonheur ? Et puis d'ailleurs, on pourrait ajouter Frédéric Lenoir, dont on a parlé. Et puis il y a des interprétations intelligentes de l'actualité, et j'ai l'impression que la morale de l'info rentre dans cette catégorie-là. Et puis il y a un autre type de demande qui consisterait à faire fonctionner des mots-clés. Un goût pour le jeu des concepts et des mots. Et des mots de passe. Des mots de passe et des paradoxes, une espèce de jeu de langage, quoi, tout ça. Oui, vous parlez de Luc Ferry. Écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire du bien de Luc Ferry. Alors peut-être pas de tous ses livres. Parfois, il a une carrière universitaire. Oui. Édité, alors, Pléiade, voilà, effectivement, il a traduit Kant dans la Pléiade. Il a dirigé des thèses. Si vous prenez un de ses derniers livres sur le transhumanisme, c'est quand même un livre qui est bien construit, qui est bien sourcé. Il cite, il traduit parfois des livres, des articles en allemand, en anglais. Donc là, dans certains livres de Luc Ferry, il y a quand même un vrai effort de pédagogie et d'exigence sans céder justement à une certaine facilité dissertative. Il ne faut pas oublier que Luc Ferry, il me le rappelait dans un échange de mails, il a fait 2 ans de biologie aussi quand il était plus jeune. Donc voilà, il a toujours eu un intérêt assez vif pour ces questions. Donc quand il parle du séquençage de l'ARN ou du génome ou de ce genre de choses, voilà, il connaît un petit peu son sujet. Enfin, on voit qu'il a lu, on voit qu'il a travaillé, et il fait ce que peut faire de mieux un philosophe, c'est-à-dire de donner une synthèse accessible au grand public de connaissances complexes. Donc je le défendrai peut-être pas dans tous ses livres, mais certains livres, notamment je pense à son livre de 2016, La Révolution transhumaniste, me semble, disons, de la vulgarisation de bonne tenue. Bon, alors pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on rentre dans la salle de classe pour essayer d'aborder cette question de la pertinence de l'enseignement de la philosophie au lycée. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute juste un petit extrait d'un cours de philo au cinéma. Je ne vais passer avec vous que 3 ou 4 mois, le temps que se recolle le fémur du professeur Mariano. Je ne suis pas en très grande forme parce que je n'ai pas enseigné depuis pas mal de temps. D'après ce qu'on me dit, beaucoup de choses ont changé. Cependant, j'ai mon point de vue sur l'enseignement. Je ne l'impose à personne. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent travailler, je suis là. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Venir, ne pas venir, lire, écrire, jouer à la bataille navale. Il me suffit qu'ils ne dérangent pas. Monsieur, on peut fumer ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous avons 3 heures d'affilée. Qu'est-ce que faisait d'habitude le professeur Mariano ? Une interro écrite. Je vais vous donner un thème de dissertation. Bon, vous êtes très nombreux et en si peu de temps, j'ai peu de chance de vous connaître tous. Alors le mieux est que vous vous présentiez vous-même. Écrivez ce qui vous tient à cœur, parlez de votre vie personnelle, de vos familles, de vos chagrins, de vos joies, des bêtises que vous avez pu faire, de tout, quoi. Ne signez pas si ça vous arrange. À moi de découvrir qui vous êtes. J'ajoute que si vous n'êtes pas totalement sincère, vous perdez votre temps. Voilà, on vient d'entendre Alain Delon dans Le Professeur, un vieux film, donc il est professeur de philosophie. Qu'est-ce que vous inspire ce premier cours de philo Alors, visiblement, c'est pas un premier cours, c'est un remplacement. C'est un remplacement, d'après ce que j'ai. Mais c'est une première, oui, effectivement. Il se présente pour la première fois à ses élèves. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un mythe spécifique à la France du prof de philo. Ça, j'en parle dans la première partie de mon dernier livre, L'avenir d'une désillusion, le mythe du professeur de philosophie. Vous revenez sur ce premier cours que donne. Oui, effectivement. Et il y a cette idée qu'on voit là que le professeur de philosophie a une image spécifique, une singularité que n'ont pas les autres professeurs, alors qui peut s'exprimer de plusieurs façons, et que là, qui est exprimé dans cet extrait d'une façon un peu anarchisante, avec une liberté par rapport aux règles et aux contraintes du cadre scolaire. Est-ce que vous pouvez fumer ? Eh bien oui, vous pouvez fumer. On sait que Sartre autorisait ses élèves à fumer.
quand il était prof de philo à Rouen dans les années 1930. C'est peut-être lié à l'époque aussi, donc Sartre ramenait ses élèves au bordel. Bon. Donc il y avait effectivement cette dimension un petit peu anarchisante. Le professeur de philosophie veut montrer sa liberté par rapport au système scolaire, qu'il ne se réduit pas au rôle du prof, justement, qu'il est au-dessus de ça, et donc il cultive une espèce d'identité sociale à part, en fait. Et là, je trouve que ça apparaît assez bien dans cet extrait. Quand vous enseignez en terminale, à quoi ressemblait votre premier cours de philosophie ? Je crois qu'il était assez traditionnel, en fait. Je essayais de demander aux élèves quelle image, a priori, ils avaient de la philosophie. On partait de l'étymologie, avec cette distinction entre le savoir et la sagesse. Philosophia, ça peut dire aimer le savoir ou aimer la sagesse. Ça a donné le prénom Sophie. Bon, et puis après, je disais, est-ce qu'il faut du savoir pour être sage ? Est-ce que vos élèves vous semblaient imprégnés de précisément cette philosophie médiatique qui se Alors, certains connaissaient un petit peu Raphaël Enthoven. D'ailleurs, je dois dire, je peux en faire la confession publique, que j'ai utilisé pour mes cours des émissions de Raphaël Enthoven sur certains thèmes du programme de terminale. J'ai beaucoup vu, par exemple, fait visionner l'émission sur le travail, effectivement, qui avait un format assez court et qui permettait de synthétiser pas mal de choses de mon cours. Puis ça faisait un peu un changement de support. En plus, c'était de la vidéo, c'était assez dynamique. Donc c'est vrai que je le critique, mais en même temps, j'ai aussi, je le critique à titre personnel, mais à titre professionnel, il m'est parfois arrivé d'utiliser ces émissions un vendredi après-midi, avant les vacances, quand les élèves sont fatigués. On est quand même content d'avoir sur de petites émissions-là. Bon, c'est quand même pratique malgré tout. Mais non, je pense pas. Et d'ailleurs, mes élèves étaient toujours assez surpris quand ils regardaient cette émission, parce que je leur en faisais visionner peut-être une ou deux. Et à chaque fois, souvent, les élèves me disaient « Mais il peut pas laisser un peu parler son invité ?» Il n'arrête pas de le... la critique est vite revenue. Oui. Votre livre s'appelle « L'avenir d'une désillusion ». À quoi ressemble cet avenir ? Effectivement, donc c'est un clin d'œil à Freud, l'avenir d'une illusion. C'est aussi pour dire que peut-être certains profs de philo ont une vision un petit peu religieuse du cours de philosophie. Encore une fois, je n'appelle pas à sa suppression, mais je me demande si ça sert encore vraiment à quelque chose. Moi-même, alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que moi-même je n'y crois plus que c'est plus difficile d'y faire croire les autres. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les professeurs de philosophie ont du mal à remettre en question l'image de leur discipline, en fait. C'est ça. C'est surtout un livre, pas tellement contre le cours de philosophie en lui-même, mais contre l'image, disons, dominante du cours de philosophie et de son importance que se font les professeurs de philosophie, et que on avait vu, alors c'est le point de départ de mon introduction, au moment de la réforme du lycée Blanquer en 2019, on avait suggéré dans un projet de programme quelques modifications pour le programme de philosophie qui n'avait pas changé depuis 15 ans. Alors que pour les autres disciplines, il y a un roulement beaucoup plus régulier. On avait proposé de supprimer 2 notions et 2 auteurs. Enfin, on avait proposé une petite ronde, puis immédiatement, il y avait une levée de bouclier. On en veut à la philosophie, on veut supprimer la philosophie. Et puis si on supprime la philosophie, c'est la fin de la civilisation. On va avoir des jeunes gens complètement décérébrés et tout. Il y a une espèce de... et je parlais de Jankélévitch tout à l'heure. Déjà en 1979... Jankélévitch, dans un grand discours dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, comparait un projet de loi de rendre optionnel l'enseignement de la philosophie au lycée aux autodafés nazis, quand même. Je veux dire, lui même qui avait, en tant que juif, subi ce qu'on sait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc parfois, j'ai l'impression que... On sacralise un peu. Ah oui, on sacralise complètement le cours de philosophie. Et je pense que... le minimum qu'on pourrait attendre d'un professeur de philosophie, d'un philosophe, d'un professeur de philosophie qui se prend pour un philosophe, ça c'est aussi encore un autre problème, c'est qu'il ait un petit peu de recul, un petit peu de lucidité par rapport à sa discipline et aux effets réels, qu'elle produit. Donc moi je dirais que si la philosophie peut encore servir à quelque chose, c'est peut-être
d'abord à se libérer des illusions de la philosophie elle-même. Là, pour le coup, c'est une réflexion de philosophes agrégés. Et je ne suis pas sûr qu'un élève qui débarque en terminale... oui, non, bien sûr. Vous voyez, bien sûr. Sa première tâche, ce soit de se libérer d'une illusion de la philosophie. Très souvent, ils en ont sinon aucune idée. Oui, bien sûr. Assez négative aussi. Bien sûr. Non, mais après, bon, il y a tout. C'est un autre sujet. C'est le problème de l'écrit, de l'écriture, du livre, de la transmission de la culture écrite aussi. Bon, ça c'est. Oui. Voilà. Les profs de philo sont un peu aussi des profs de français. Voilà aussi, et que c'est difficile de faire passer cette culture, enfin, de plus en plus. Oui. Pour prolonger cette discussion, je renvoie les auditeurs à L'avenir d'une désillusion, c'est chez Le Passeur éditeur. Et puis pour prolonger plus spécifiquement la discussion qu'on a eue sur les philosophes médiatiques, ils peuvent aussi, chez le même éditeur, aller lire Les imposteurs de la philo et pas de la philosophie, coécrit avec Nicolas Rousseau.